Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, Eurex célèbre ses 60 ans. On va parler également performance des PME de croissance et des ETI. Et enfin, des nouvelles attentes des jeunes dans le secteur du M&A. On commence tout de suite cette matinale avec Monsieur Arnaud Cuisinier, secrétaire général d'Eurex, pour évoquer le 60e anniversaire d'Eurex. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, qu'évoque pour vous ce 60e anniversaire? Alors, ces 60 ans, c'est un anniversaire très important parce qu'il nous permet de conforter notre positionnement et de consolider le travail de chacun de nos membres depuis ces 60 ans et puis d'aller sur de nouvelles perspectives. Eurex, c'est plusieurs valeurs qui ont permis de conforter cette position et de rendre solide ce groupe. C'est à la fois le partage et le sens du collectif entre les associés, et avec les collaborateurs. C'est également l'exigence d'une qualité professionnelle et d'une expérience client satisfaisante et même réussie, enthousiasmante pour nos clients. Et c'est également tout un ensemble d'accompagnement et d'offres globales que nous mettons au service et d'élargement des missions que nous mettons au service des chefs d'entreprise. Quelle est l'actualité d'Eurex aujourd'hui? Alors, l'actualité d'Eurex, à part ses 60 ans, c'est bien évidemment la digitalisation et l'ensemble des services et des prestations que nous apportons à nos clients. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur et qu'on a pris à bras-le-corps il y a très longtemps, puisqu'on a créé un portail collaboratif qui s'appelle Eurex Club depuis quelques années pour que les clients et les collaborateurs puissent échanger de manière très facile, avoir leurs outils sur les applications et avoir en effet des outils de travail qui permettent de fluidifier. C'est également le sujet du guichet unique, le sujet de la facture électronique qui arrive et qui nous occupe déjà et qui nous permettent d'anticiper un bon premier semestre 2023 et d'autres ensuite. Alors, évoquons justement l'avenir. Vous évoquez le premier semestre 2023. Quelles sont les perspectives de développement? Alors, Eurex est né donc il y a 60 ans, vous le rappeliez. On a eu beaucoup de développement dans notre région de naissance, qui a été les Rhône-Alpes. Et puis, on a maintenant des cabinets qui s'étendent de Lille à Montpellier, donc une belle croissance. On est toujours dans cette dynamique forte de vouloir proposer nos services et nos prestations à l'ensemble des chefs d'entreprise sur la métropole et même outre-mer. Donc, le but aujourd'hui, c'est de gagner d'autres implantations, davantage sur la façade ouest, mais aussi sur les implantations où on se trouve déjà, pour permettre donc aux experts comptables et aux cabinets de ne pas être seuls face à tous ces enjeux dont on parlait et de rejoindre un groupe structuré qui est fait de collectifs, qui est fait de compétences et de métiers, puisque nous avons des groupes de travail qui anticipent et qui travaillent notamment sur les sujets signature électronique dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, une équipe support qui est une équipe importante, puisqu'elle aide l'ensemble des cabinets à fluidifier la production comptable, la production sociale, la production juridique, par la mise à disposition de tous les produits supports qu'on peut apporter aux cabinets membres. On est aussi membre, j'en aurais terminé, de l'association ATH, qui nous apporte beaucoup de soutien en termes de compétences et d'animation, et puis également du réseau international SFAI, qui nous permet d'avoir des relais dans 166 pays du monde, donc des relais très directs et très pratiques pour aider nos clients à se développer à l'international. Alors, évoquons aussi les nouvelles missions des cabinets, des experts comptables. On sait que c'est un marché en pleine mutation. On a parlé transformation numérique. Il y a aussi la RSE. C'est de nouvelles opportunités pour vous. Quel regard portez-vous sur ce marché? Alors, c'est un marché, vous avez raison, et c'est aussi une attitude, un comportement. On se l'applique nous-mêmes chez Eurex parce qu'on aurait du mal à dire à nos clients d'aller dans des voies sans l'avoir expérimenté nous-mêmes. La RSE, c'est des problématiques économiques, sociales et pas uniquement environnementales. Donc là, le rôle de l'expert comptable sera, avec l'exploitation de toutes les données extra-financières, véritablement de permettre à ses clients de s'engager dans des démarches leur permettant à la fois de clarifier une prise de position que le marché attend maintenant, et puis aussi, par rapport aux acteurs institutionnels, d'obtenir plus facilement peut-être des financements ou des assurances, puisque nous sommes maintenant dans des exigences de plan RSE pour obtenir un prêt, par exemple. On va conclure là-dessus. Merci Arnaud Cuisinier d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup à vous.
Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. On va parler performance des ETI et des PME de croissance avec Emmanuelle Bonal, directrice commerciale d'Inbonis. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Arnaud. Quels sont les éléments différenciants des PME et des ETI aujourd'hui? Alors, les PME et les ETI aujourd'hui présentent de forts éléments différenciants quant à leur gouvernance. Effectivement, elles sont souvent des entreprises familiales présentes depuis plusieurs générations, donc avec une forte longévité. 77% des ETI que nous avons évalués au sein de l'observatoire Inbonis Meti ont une longévité de plus de 10 ans, donc c'est des entreprises qui durent dans le temps. Elles présentent une position concurrentielle favorable avec une marque et un leadership sur leur marché qui est très différenciant et du coup qui les valorise extrêmement positivement sur leur secteur d'activité. Elles ont également une meilleure documentation financière par rapport à d'autres entreprises. C'est aussi dû au fait qu'elles ont accumulé beaucoup d'expérience et du coup, elles arrivent à retranscrire clairement cette expérience-là dans leur documentation financière, ce qui du coup en fait des entreprises bien évaluées par leurs partenaires financiers. Et elles présentent également une forte gestion de leur trésorerie avec des délais de paiement très satisfaisants parce qu'elles ont souvent une gestion en bon père de famille. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces entreprises? Alors, les forces de ces entreprises sont souvent qu'elles ont des structures beaucoup plus résilientes, agiles, adaptables à leur secteur d'activité, c'est-à-dire qu'elles savent, et on l'a vu notamment pendant la crise Covid et aujourd'hui dans le contexte incertain dans lequel on est, les ETI arrivent facilement, de par leur taille intermédiaire, justement, à s'adapter à leur marché. Elles ont aussi des modèles économiques plus rentables et plus défendables aux yeux de leurs partenaires financiers et elles témoignent également d'une meilleure gestion du risque financier. Toutefois, elles présentent certains points d'effort, notamment un haut de bilan souvent fragilisé avec un ratio fonds propres sur dette qui est pas forcément adéquat à ce que entend la place financière aujourd'hui. Donc, on a pu relever dans l'observatoire que moins de la moitié des ETI avaient ce ratio-là adéquat au regard des partenaires financiers. Seulement 21% des ETI ont également une autonomie financière élevée, c'est-à-dire qu'elles ont une capacité à autofinancer leur croissance qui est faible. Donc, ça les fragilise encore plus, encore une fois, dans un contexte comme on traverse aujourd'hui. Pas facile de rebondir. Exactement. Et en plus, avec un niveau de liquidité qui est souvent peu important. Donc, du coup, voilà, c'est difficile pour elles de faire face à des incertitudes, de faire face à des retournements de marché de façon rapide parce que le niveau de fonds propres et de liquidité est faible. Quel est leur poids dans l'économie française? Alors, le poids dans l'économie française, on entend souvent parler que la France... Il y a beaucoup de chiffres, mais voilà, est-ce qu'on sait exactement ce que ça représente? Oui. Aujourd'hui, en France, on a dénombré 5400 ETI. Donc, ça représente 25% de l'emploi et 38% des exportations. Donc, c'est quand même significatif. Néanmoins, si on se compare à nos voisins européens tels que l'Allemagne ou voire même l'Italie, on présente un déficit d'ETI aujourd'hui en France, mais ce qui a été souligné au sein de l'Observatoire et qui est plutôt positif, c'est qu'on a un vivier de 5000 entreprises qui sont des PME de croissance, donc des PME avec un chiffre d'affaires compris entre 30 millions et 50 millions, et qui potentiellement peuvent devenir les ETI de demain. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les ETI sont principalement concentrés dans le secteur de l'industrie manufacturière et dans le secteur du commerce de gros et de détail aujourd'hui pour les 5400. Mais il y a d'autres secteurs tels que l'hôtellerie-restauration, tels que l'agroalimentaire, tels que le secteur immobilier, qui sont des secteurs où des PME de croissance qui peuvent potentiellement devenir des ETI sont très nombreux. Donc, c'est-à-dire qu'on a d'autres segments d'activités pour lesquels on peut aller chercher et espérer doubler cette taille d'ETI.
Alors, venons-en maintenant à la notation. Quelle est la notation de crédit moyenne et les bénéfices pour elle de ce type de notation? Alors, la notation des ETI moyennes, déjà, ce qui est très positif, c'est qu'elle est supérieure à la moyenne des entreprises, à la moyenne des notations des entreprises françaises. Il faut Est-ce savoir qu'on que sait l'expliquer? oui, tout à fait. D'une part, parce que justement, elle présente les éléments qualitatifs qu'on a évoqués précédemment, la qualité du management, l'implication de l'équipe de l'équipe opérationnelle. Souvent, les dirigeants des ETI sont des dirigeants très opérationnels qui connaissent parfaitement bien leur secteur d'activité. Et ça, du coup, c'est des éléments qualitatifs qui valorisent la notation. Et la notation moyenne des ETI, donc, elle est de double B-, ce qui correspond à une probabilité de défaut de 1,27%, donc qui est quand même assez faible, alors que la moyenne du taux de défaut des entreprises en France est plutôt à 2%, qui correspond à une note de single B. Donc tous ces éléments qualitatifs-là, qui sont mis en exergue par une notation faite par des agences de notation comme Inbonis, permettent aux ETI justement d'améliorer leur qualité de crédit et donc d'attirer plus de confiance de la part de leurs partenaires financiers, puisque ces éléments-là ne sont pas visibles, par exemple, dans des scorings traditionnels qui sont uniquement basés sur des éléments financiers et bien souvent sur des éléments qui se sont passés précédemment, puisque les scorings sont souvent sur les comptes annuels arrêtés, et on sait qu'il y a un décalage entre la clôture du bilan et la sortie des comptes. Donc du coup, le fait d'avoir une notation actualisée qui mette en exergue tous les éléments qualitatifs liés à la gouvernance, liés au modèle économique, liés au positionnement de marché, tout ça, ça améliore la qualité de crédit des ETI et ça en fait des entreprises d'autant plus résilientes au regard de la place financière. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci à vous. On poursuit cette matinale du monde du chiffre avec Christophe Estivin, président d'Inextenso Finance et Transmission, pour parler des nouvelles attentes des jeunes dans le secteur du M&A. Christophe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les attentes des jeunes dans le secteur du M&A? Alors déjà, leurs attentes, c'est de découvrir un monde relativement abstrait qui est assez peu connu et peu répandu puisque on est quelques centaines en France à le pratiquer, à contrario de mes associés experts comptables qui sont des dizaines de milliers à pratiquer ce métier. Nous, il est plutôt confidentiel. Donc, l'approche pour eux, c'est déjà de venir découvrir ce métier et ce qu'on peut en faire et comment on peut s'y épanouir. Après, effectivement, on le voit au travers de l'actualité cinématographique, il y a des films qui ont exprimé ça de manière sur le plan fiction, hein, si vous voulez. Après, il y a la réalité, et la réalité, ils peuvent en approcher, et c'est ce qu'on leur propose de faire au départ. Et puis pour ceux qui continuent à être passionnés, eh ben ils poursuivent avec nous. Souvent, ça mène à des histoires de 10, 5, 7, 10 ans. Donc, ça veut dire que ça passionne. Et au bout de 10 ans, 5, 7 ans, ils partent sur un autre projet où eux-mêmes montent leur propre entreprise. Et ça nous est arrivé et on en est très fiers à plusieurs reprises. Alors, chez Inextenso Finance et Transmission, vous favorisez la culture de l'autonomie et de la responsabilisation des collaborateurs. Comment ça se traduit concrètement ? Alors, comment ça se traduit ? Ça, c'est effectivement, merci pour cette question. C'est très important par rapport à l'image qu'on peut avoir de la fusion-acquisition dans les maisons qui traitent des grosses opérations qu'on appelle dans notre jargon large cap, où effectivement, c'est le jeune entrant se borne à regarder en fait les tableurs, à vérifier que la piste d'audit est la bonne, que les chiffres sont fiables, etc., etc. Ils participent pas vraiment à l'opération. C'est pas, et chez nous, ils ne font pas simplement ça, et parce que ils ont la chance d'être aussi en contact directement avec le chef d'entreprise. Parce que pour les opérations dites de small cap, en fait, le seul interlocuteur dans l'entreprise, c'est le chef d'entreprise lui-même. Parce que ça doit rester le plus souvent des opérations confidentielles. Même son
son directeur comptable, même son directeur financier n'est pas forcément au courant, ou administratif n'est pas forcément au courant de l'opération, parce que il veut être sûr que l'opération se débouclera avant de prévenir ses salariés, comme la loi lui demande de faire. Mais vous voyez, il y a toute cette discrétion, et donc c'est cette chance de pouvoir discuter avec un chef d'entreprise et en connaître ses préoccupations et l'accompagner. Et ça, c'est l'opportunité qui est donnée à des jeunes qui rentrent chez nous, parce que c'est très important pour eux pour la suite. Parce Ça que si ça leur favorise plaît, leur évolution. si ça leur, il faut que ça leur convienne. Et puis il faut que ça leur convienne. C'est pas qu'un métier de dossier, c'est aussi la capacité à communiquer, à être à l'écoute des préoccupations d'un chef d'entreprise et de voir comment au mieux l'accompagner. Alors évidemment, il n'est pas tout seul, hein, mais c'est la chance qu'il a quand il vient chez nous. Alors, autre aspect que vous développez chez Inextenso Finance et Transmission, c'est l'intrapreneuriat. Alors l'intrapreneuriat, effectivement, ça peut apparaître un peu plus réducteur que l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat, c'est à l'extérieur de l'entreprise, même si, comme je vous l'ai dit, on l'a favorisé à plusieurs moments. L'intrapreneuriat, quand le jeune qui rentre chez nous n'a évidemment pas toute l'expérience requise et qu'il souhaite porter un projet, des projets par exemple liés au pilotage de l'entreprise, installer un nouveau système de pilotage, installer une nouvelle méthode d'évaluation qu'il aura appris au travers de son cursus, eh bien on lui propose de le faire. Après, quand il évolue un peu plus, certains m'ont dit je veux être patron de ma région. Vas-y, entreprends. Tu peux devenir patron de ta région, lance-toi. J'ai toujours apprécié cette démarche parce que moi-même, j'ai eu l'occasion, on m'a donné cette chance aussi dans ma vie professionnelle, mais j'aurais aimé qu'on me la donne plus parfois. Et donc, je ne peux pas résister à cette tentation. L'idée, c'est de responsabiliser les jeunes aussi. J'ai envie de faire. C'est tellement formidable d'avoir des personnes en face de soi qui ont envie de faire, envie d'aller de l'avant, qu'il faut surtout pas les restreindre en disant non, t'es pas encore assez fort, t'es pas encore assez bon, tu vas pas y arriver, etc. C'est tout le contraire. Alors, faut susciter, aller de l'avant. C'est ce qui permet d'ailleurs à l'entreprise de se développer. Hein, c'est le sens du développement de l'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise, c'est ma responsabilité première que de favoriser l'épanouissement de l'ensemble et de l'entreprise elle-même. Cet épanouissement, c'est important. Dans un mouvement, on le sait, après post-Covid, où il y a eu ce qu'on a appelé la grande démission, alors surtout aux États-Unis, et le quiet quitting, il faut donner du sens pour ces jeunes collaborateurs. Alors, comment vous répondez à cette attente ? Alors, oui, excellente remarque. C'est vrai que j'ai pas voulu le croire. Quand, en fin 2021, Amazon a cité 66% de tiers de turnover, je dis c'est impossible. Ben, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de changements, il y a énormément de changements. À un moment donné, au début de l'entreprise, je connaissais effectivement tout le monde, j'avais embauché tout le monde. Bon, là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Et il y a certaines personnes que je ne connais pas encore très bien, tellement, effectivement, ça évolue, ça tourne. Donc, ce qu'on veut leur donner comme sens, c'est l'origine, en fait, de ce qu'on a voulu faire. Nous, on s'était aperçu, enfin personnellement, je m'étais aperçu dès 2009, pendant la crise que j'avais eu à gérer dans le monde bancaire, qu'effectivement, pour accompagner les entreprises, seules les grandes entreprises, les très grands groupes étaient accompagnés. Seuls eux avaient non pas seulement les moyens financiers, mais aussi les moyens humains d'embaucher des équipes de consultants et de conseils. Et je me suis dit, comment on peut faire évoluer des TPE, des PME vers des ETI, si eux-mêmes ne peuvent pas bénéficier de ça. Et ça a été toute notre démarche au départ, qui s'est concentrée sur quelque chose de visible et à succès, paiement à succès des entreprises par rapport à la réalisation d'opérations de cession, d'acquisition ou de financement. Et à partir de ce principe, nous-mêmes, avec mon associé, on a voulu démontrer qu'en partant de quasiment zéro, on pouvait aller vers une ETI. Et c'est ce qu'on a réalisé en 10 ans. Et
Donc on peut témoigner, entrepreneurs nous-mêmes, ayant réalisé ce parcours, il nous semble légitime de pouvoir accompagner nos pairs dans cette démarche et cette connaissance intime, quelque part, du pilotage, de conseil, pour faire évoluer et atteindre des objectifs pour l'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de la matinale.